Nous sommes le 16 avril 2020, voici le 254e épisode des Technos. Merci de nous accueillir une nouvelle fois. Comme chaque semaine, on se retrouve pour ce partage de veille technologique. Nos veilleurs du jour parleront entre autres d'applications de tracking dont il est de plus en plus question quand on évoque la fin du confinement. Dans d'autres registres, il sera également question de taper du braille sur un smartphone, de la fin toujours douloureuse d'un objet connecté ou encore d'une liaison Amsterdam-Bruxelles en 30 minutes et de bien d'autres choses, je vous le disais. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à ceux qui nous découvrent aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter et à partager cet épisode dans vos réseaux. Bonne écoute. Je vous ai entendu tousser. C'est pas grave, c'est naturel. En même temps, on est à distance, vous le savez, les technos, depuis 254 épisodes se fait en confinement et en distanciation sociale, puisque nous enregistrons toujours. Ça n'a pas toujours été le cas, faut le reconnaître, mais là maintenant, depuis quelques temps, on enregistre toujours à distance. Donc quand on voit nos petits camarades, autres podcasteurs ou même chaînes de télévision pratiquer de la sorte et être tout fiers de dire « Oh, on a réussi à faire marcher Skype », nous, ça nous fait un petit peu sourire, il faut bien le reconnaître. Nous, cette semaine, c'est Xavier d'un côté, salut Xavier, et puis Sébastien de l'autre. Je ne sais pas lequel a toussé, je suggère... C'est moi qui ai toussé, je m'éclaircissais la voix, et je pensais que les micros étaient coupés pendant le jingle, j'apprends qu'ils ne le sont pas, donc je couperai ici la prochaine fois. Alors moi je tousse, mais j'ai pris l'habitude, comme ça m'arrive souvent, j'ai mis le bouton mute. Voilà, c'est ça. Donc l'autre solution, c'est d'envoyer un coton-tige dans le nez pour voir si vous êtes positif pour vous tester éventuellement. À l'occasion, faites-le. C'est pour rassurer vos proches. Donc oui, c'est ça, on en rêve un petit peu tous. Enfin, j'espère que tout le monde va bien. Restez chez vous, on a l'habitude de le dire maintenant, mais restez le plus possible chez vous si c'est possible, en effet, et puis profitez de cette occasion pour écouter ou regarder des podcasts comme le nôtre, par exemple, mais bien d'autres aussi, parce qu'il y en a d'autres sur le marché. Donc n'hésitez pas un seul instant à faire cette démarche. Comme par exemple, je suis sûr qu'ils sont consommateurs également d'autres contenus, ceux qui nous ont laissé des messages la semaine dernière, comme Cédric Conessa, Ingris Boy, Timal, qui nous a laissé un message sur notre blog, Oléastre57, Olivier Schimpf, Fred Dijou, JP Neuville, Loïc, Benoît Lozo, également sur notre blog lestechno.be, Balibalo nous a également laissé un message, et on n'oublie pas notre auditrice Natacha, c'est notre nouvelle mascotte, j'ai l'impression, qui, pour se détendre, et on la comprend, finalement, n'écoute plus qu'un podcast, et c'est le nôtre. Et on espère que ça va durer quand même assez longtemps, même au-delà du confinement de préférence. Mais voilà, j'espère que tout le monde va bien, que c'est le plus important, que vous alliez bien, et que vos proches aillent bien également. Nous, ce qu'on va faire, c'est un petit peu vous divertir sans doute, vous informer, on l'espère, en tout cas partager la veille technologique de ces deux zigomards, et ça commence tout de suite. C'est Xavier qui nous vient avec cette information concernant Amazon. On l'a appris, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Maintenant, Amazon qui doit limiter, c'était mardi, qui doit limiter son activité en France. Tu dis mardi, mais ton mardi ou notre mardi? Parce que Xavier est un petit peu déphasé. Aujourd'hui, il pensait qu'on était mercredi et donc... Ouais, comment travailler à la maison, moi je suis complètement décalé. Mais... Voilà, donc on va dire mardi, donc Amazon qui doit limiter son activité en France, c'est une décision de justice pendant 5 jours, je ne dis pas de bêtises. Vas-y. Alors, c'est le tribunal de Nanterre qui a ordonné mardi à Amazon France de limiter ses activités aux seuls produits essentiels. Alors, le but derrière ça, c'est d'obliger la société à établir une évaluation des risques liés à l'épidémie dans tous ses entrepôts. La justice estime qu'Amazon a, je vais citer, de façon évidente méconnu son obligation de sécurité et de prévention de la santé des salariés. Donc, Amazon doit donc limiter ses activités à la réception de marchandises, à la préparation et à l'expédition de commandes de produits alimentaires, d'hygiène et médicaux. S'il ne respecte pas ça, il y a une astreinte de 1 million d'euros par jour de retard et par infraction constatée. Lors de la décision, le tribunal a laissé un délai de 24 heures à Amazon pour se mettre en règle et ils ont annoncé que ce serait pour une durée d'1 mois, mais si j'ai bien compris dans certaines news par la suite, on n'a pas encore une date réellement fixée pour ça. Donc,
ce qu'on sait aussi, c'est que Amazon continue malgré tout à livrer. Bon, moi, je suis un client Amazon Prime. Je m'étonnais que certaines livraisons prennent un petit peu plus de temps que d'habitude. J'ai été voir encore sur le site et Amazon confirme bien qu'ils continuent à livrer. Alors, comment est-ce qu'ils font ça? Il faut savoir que Amazon, c'est aussi une marketplace, donc ils vendent aussi par le biais d'autres vendeurs, donc qui, eux, peuvent continuer leurs activités. Mais ils ont aussi des entrepôts dans d'autres pays, comme en Angleterre, en Allemagne ou autres, et donc ils peuvent continuer à livrer par ce biais-là. Alors Amazon a effectivement confirmé qu'ils allaient le faire. Ils ont dit que pour les commandes en cours, elles seraient toujours bien maintenues, mais que les dates de livraison pouvaient être modifiées et qu'ils informeraient dans le cas contraire. Donc si jamais une commande devait être annulée, ils informaient les clients au cas par mail. Donc voilà, c'est la news pour Amazon. Ça doit faire mal à pas mal de monde parce que clairement il y a des gens qui commandent, il y a pas mal de gens qui commandent en ligne pour le moment vu le confinement. C'est une source, on en discutait tantôt, d'approvisionnement pour certains makers notamment qui font des visières ou qui ont besoin de filaments, qui ont besoin de feuilles de transparent. Bon, moi j'en fais régulièrement maintenant aussi des visières, et c'est vrai qu'on ne trouve plus. Il y a tout un tas de produits qui sont en rupture de stock, mais bon, on pense surtout aux personnes aussi qui ont des besoins, qui savent pas se déplacer, pour qui Amazon était une solution assez évidente. Voilà, il y a du pour et du contre pour certains. C'est bien pour les petits commerçants locaux évidemment qui vont voir ça positivement, mais d'un autre côté, ça peut poser problème à d'autres personnes. Voilà. Ce qui remontait également dans les commentaires, que j'ai pu voir par-ci par-là sur les réseaux sociaux, c'est un syndicat qui a tenté cette action, parce qu'il pense que le personnel d'Amazon n'a pas pris soin d'eux entre guillemets pour leur donner les outils nécessaires pour pouvoir travailler sans risque. C'est le même genre de syndicats qui disent que c'est juste ignoble de les remplacer par des robots. C'est les gens qui travaillent dans les entrepôts. C'est un petit peu, c'est des paradoxes comme ça, mais c'est possible. Je veux dire, moi, je ne vis pas dans les entrepôts d'Amazon. Il faut effectivement être vigilant dès qu'il s'agit de la santé des gens. Ça, on est tous d'accord avec ça. C'est juste que il y a d'autres entrepôts, il y a d'autres sociétés qui distribuent via Internet. Je citerai pas de nom, mais il y a des sites qui sont ouverts et on n'a pas l'impression que là, il y ait énormément de contrôles qui sont opérés. Donc, c'est nouveau. J'ai un peu l'impression que c'est une espèce de chasse aux sorcières. C'est le vilain Amazon, quoi. Je me fais l'avocat du diable. Mais effectivement, dans des grosses sociétés comme ça, c'est évident que quand tu fais des mesures qui sont imposées à tous les employés, à tous les employeurs, il faut les vérifier de temps en temps. Les grosses boîtes sont évidemment les premières à être contrôlées, évidemment. Mais aussi bien en interne, comme tu l'as dit, par des syndicats et autres qui défendent les intérêts des employés, ce qui est une bonne chose en soi. Oui, d'ailleurs, il y a pas mal de voix qui s'élèvent aujourd'hui parce qu'on commence tout doucement à parler de déconfinement possible ou voilà, on rêve un petit peu pour l'instant à ce jour-là et il y a des voix qui s'élèvent en disant moi je suis pas d'accord de retourner bosser maintenant parce que j'ai pas toutes les garanties qu'on va prendre soin de moi et qu'on va me donner toutes les sécurités possibles pour arriver à ne pas tomber malade simplement en retournant bosser, en se précipitant peut-être un petit peu trop vite, etc. Donc il faut bien réfléchir. C'est un gros débat parce qu'il y a les employeurs qui ont leur boîte à faire tourner et qui fournissent du travail à des employés, et d'un autre côté on a la santé, donc il va falloir trouver un juste milieu et je pense que c'est vraiment pas facile. Oui, c'est difficile pour tout le monde. En fait, je pense que ce que chacun dit, c'est difficile pour moi. Puis derrière, t'entends, oui, mais c'est difficile pour moi. Et puis, c'est difficile. Non, mais on est d'accord, on est tous d'accord, c'est difficile pour tout le monde, clairement. Et donc, il va falloir placer des priorités à un moment donné. Donc ça, voilà, on va bien voir comment ça va se passer. Mais normalement, tout ira bien. C'est ce qu'on dit tout le temps. Donc, on ose le croire. GitHub, la lettre G comme GitHub Sébastien, GitHub qui réduit ses prix. C'est une petite info que tu as épinglée. Oui, c'est une petite brève pour plusieurs raisons. D'abord, Git, c'est peut-être pas un outil très connu du grand public, c'est un outil très connu des développeurs. C'est un outil de contrôle de version du source code. Donc, vous savez, quand vous développez des applications, vous écrivez du code source qui est après traduit en version binaire et distribué sur votre téléphone et autres. Pour schématiser, il y a des tas d'autres schémas. Et quand plus qu'un développeur travaille sur du code, ce qui est très souvent, à partir du moment où on est deux,
très utile d'avoir un outil qui garde l'historique des versions, des changements, savoir qui a changé quoi, quand, pouvoir faire des différences entre telle ligne et telle ligne, pouvoir versionner, dire voilà, ça c'est mon code source tel que c'était la version 1.0 de l'application, 1.1, etc. Et au fil des années, il y a eu plein d'outils différents. Je ne vais pas vous faire l'historique de ça, on pourrait en parler très longtemps, mais c'est très technique. Mais il y a un outil créé par un monsieur qui s'appelle Linus Torvalds, que vous connaissez peut-être, parce que le prénom doit vous dire quelque chose. Linux, c'est le même, qui ne trouvait pas son bonheur dans les outils de gestion de code source pour gérer le code source du kernel de Linux, donc vraiment le noyau de Linux, la partie dont Linus est responsable. Et donc il a développé le sien, évidemment, et il se trouve que ce système s'appelle Git et est devenu le standard de facto en matière de gestion de code source. Pour avoir un système Git, il faut un serveur Git, et GitHub c'était un des plusieurs, c'est un des systèmes publics auxquels vous pouvez vous connecter pour créer vos répertoires de code et les faire vivre dans le cloud, pour parler, pour utiliser un vocabulaire classique. Et GitHub a été racheté par Microsoft il y a quelques temps, donc maintenant c'est tombé dans la gironde de Microsoft, et GitHub avait un modèle semi-gratuit avant Microsoft, où c'était gratuit si le code source était public, mais si vous voulez un répertoire de code privé, donc qui soit visible que au sein d'une entreprise, ou si on voulait avoir plusieurs collaborateurs en privé, il fallait payer. Microsoft a très vite laissé tomber la partie repo privé, donc maintenant on peut avoir autant de repos privés qu'on veut, mais il fallait encore payer si on voulait plus de, je crois, de mémoire 5 développeurs sur un repo privé, et donc ce qu'ils annoncent aujourd'hui, c'est dire c'est gratuit, même si vous avez plus que 5 développeurs. Ils gardent quand même une offre payante si vous voulez du support, si vous voulez des fonctions avancées, comme du single sign-on avec des systèmes d'entreprise, SAML pour ne pas le nommer. Alors là, il faut quand même payer. Donc c'est une bonne nouvelle pour les développeurs, c'est une bonne nouvelle pour les entreprises. Il n'y a pas de GitHub, je peux citer des concurrents. Il y a GitLab, évidemment. Il y a Bitbucket de la société australienne Atlassian. Et puis il y en a certainement d'autres qui doivent exister, mais enfin ce sont les trois que je rencontre le plus souvent quand on ne met pas son code sur des machines qu'on gère soi-même, en tout cas. Voilà, une bonne nouvelle, c'est pas tous les jours qu'il y a un éditeur de logiciels qui baisse ses prix, qui plus est qui s'appelle Microsoft maintenant. Donc, profitez. Est-ce que c'était vraiment une source de rentabilité pour Microsoft ? Ça, c'est toute la question. C'était cher ? C'était coûteux, ces hébergements de code ? Je ne sais pas, je dirais pas de bêtises. Non, pas cher, non. C'était un prix par tête de pipe par mois. Genre 5, 10, 15 $ par personne par mois. Pour les développeurs, voilà. Donc c'est pas la source de rentabilité première de Microsoft. Et Microsoft a cette stratégie de parler aux développeurs et d'être sympa avec les développeurs qui font très très bien depuis de longues années. C'est pas nouveau, mais ces 5 dernières années, c'est assez incroyable, avec un outil de développement qui s'appelle Visual Studio Code, qui est gratuit, qui est en open source, que presque tout le monde utilise, GitHub qui est dans le Redis maintenant, Linux qui se retrouve dans Windows, et j'en passe. Donc, ils ont un arsenal de développement assez étoffé. Je ne sais pas ce qu'en pense Xavier de cette news. C'est une bonne nouvelle ou C'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une bonne nouvelle, surtout pour les petites boîtes, en fait, parce que bon, les grosses boîtes ont des moyens, mais c'est sûr que quand tu as une petite boîte, tu as besoin d'outils comme ça, même si tu es à 2 ou 3 développeurs, et parfois même tout seul, en fait. Tu peux avoir besoin de ce genre d'outils tout seul pour pouvoir voir l'historique des modifications que tu as fait. Et bon, 5 € par-ci, 5 € par-là, ça fait vite des montants qui sont assez lourds pour des petites entreprises, et donc c'est une bonne chose, effectivement. T'as raison, quand on est tout seul, moi j'avais discuté une fois avec un développeur qui me disait, même tout seul c'est intéressant parce qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir sera fait, et si on veut partager l'historique de notre développement avec un tiers, à un moment donné il va falloir lui donner il faut lui donner ces informations, et donc là elles seront là par essence, et on pourra les partager par essence sans devoir fouiller dans ses propres archives, quoi. C'est en gros. Mais même pour toi tout seul. Oui. Pareil que l'historique, Git a aussi une possibilité de faire, désolé si je suis trop technique en technique de développement, mais de faire ce qu'on appelle des branches. Je veux tester une nouvelle idée, je veux expérimenter sur mon code, je sais que je vais casser plein de trucs et qu'il n'y a plus rien qui va marcher pendant 3 jours, mais en même temps je veux être capable de faire un correctif rapide sur le code tel qu'il est en production maintenant. Et donc je peux faire 2 branches et évoluer avec 2 branches en parallèle. Des outils comme Git permettent de faire ça relativement simplement, et rien que pour ça, ça vaut la peine, même si on est le seul développeur. C'est le cas très concret d'avoir une application en développement, en test, en bêta, etc. Ok, bon, donc c'est effectivement une bonne nouvelle. On passe à la lettre suivante.
qui est toujours la lettre G, mais cette fois c'est pour Google. Quand le braille s'invite sur Android, ça c'est une information qui va intéresser nos amis que nous avions été rencontrés avec l'autre Sébastien au début de cette année à Paris. On a l'impression que c'était déjà il y a très très longtemps, mais non, c'était quand au mois de janvier. Je vous renvoie à nos hors-séries consacrées aux technologies au service des personnes malvoyantes ou non-voyantes. Le braille s'invite sur Android, Xavier. C'est des news que j'aime bien. On avait parlé il n'y a pas longtemps d'une police de caractère aussi qui était adaptée aux malvoyants, aux personnes avec déficience visuelle. Oui. Donc ici, il existe déjà des écrans et des claviers en braille, mais c'est pas toujours pratique à utiliser avec son téléphone parce qu'il faut les brancher à chaque fois. Donc c'est des appareils qui retranscrivent un petit peu le braille sur des appareils assez encombrants. Mais évidemment, quand on utilise ça sur un smartphone, mais c'est pas pratique puisqu'il faut le brancher en USB, etc. Si l'appareil en dispose. Ici, c'est le Talkback Braille Keyboard qui est intégré à Android via la fonctionnalité Talkback que les personnes avec une déficience visuelle connaissent bien, puisque c'est une application qui leur permet de naviguer plus facilement dans le téléphone, de voir plus facilement les informations, d'avoir un retour haptique, donc c'est-à-dire une vibration, par exemple, quand ils appuient sur des touches, etc., de confirmer en appuyant plusieurs fois sur un bouton ou autre. Et donc ici, Google a développé un clavier à part entière en braille. Comment est-ce que ça se présente? Si vous êtes ceux qui vont voir le site vont voir en fait l'écran du smartphone qui est tenu horizontalement, donc en mode paysage. Et en fait, on a 3 points qui correspondent. Donc le braille, on le sait, est composé de 6 points en fait qui peuvent être combinés pour faire plusieurs lettres ou caractères. Ici, on va donc utiliser 6 doigts pour taper les points qui doivent être retranscrits en braille. Comment ça se présente? En gros, on va par exemple maintenir les doigts sur le point numéro 1 en haut à droite pour faire un A. On va maintenir le point 1 et le point 2 pour faire un B, etc. Donc les personnes avec une déficience visuelle vont pouvoir taper leur mail, vont pouvoir chatter, tout ça en braille, partout où le clavier normal de Google est utilisé. Alors c'est disponible sur la version Android 5 et ultérieure, et pour le moment uniquement en anglais, mais on imagine que ça va très vite être développé pour les autres langues principales. C'est vrai que pour ce qui est de lire des mails, on en avait parlé avec notre intervenant lors des enregistrements des hors-séries dont je vous parlais. Il y a effectivement le text-to-speech, donc la lecture, voilà, ça c'est bien développé maintenant et ça fonctionne plutôt pas mal. Mais par contre, c'est vrai que pour écrire un mail, il n'y avait pas encore de vraies solutions, en tout cas pour les portables. Et là, ça pourrait être une qui, à mon avis, une personne malvoyante ou non-voyante va s'accaparer ça de manière assez rapide, avec une certaine dextérité. On peut comprendre, en tout cas, évidemment, il faut connaître le braille. C'est mieux, effectivement, mais voilà, ça semble être prometteur, en tout cas, c'est une bonne idée. Oui, le text-to-speech, tu peux pas toujours l'utiliser. Si tu es dans le métro ou autre, tu n'as pas forcément envie que tout le monde sache ce que tu tapes. Donc, voilà, non, mais il y a des oreillettes, Loulou. On peut mettre ça dans l'oreille. Oui, mais si tu parles, on t'entend quand même. Je veux dire, oui, mais il y a le speech-to-text, pardon. Oui, voilà, mais je te parlais pas de ça. Je te parlais du text-to-speech, à bon escient, du coup. Dans l'autre sens, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on peut le faire avec un assistant vocal aussi, mais on le fera plutôt à la maison à ce moment-là, tu vois. C'est ça. Parce qu'effectivement, dans le métro, ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, sauf maintenant, parce qu'il n'y a personne dans le métro. Mais bon, c'est un autre détail. Je m'égare, effectivement. Je sais pas si Sébastien avait un truc à rajouter par rapport à ça. Je sais pas s'il existe quelque chose d'équivalent, par contre, sous iOS. Ce serait bien, clairement. J'aime bien la technologie quand elle est inclusive et quand elle aide les gens à accéder. C'était la raison de la production de ces fameux hors-séries dont je parlais par l'autre Sébastien. Passionnant d'ailleurs, allez les réécouter ou les écouter si vous ne l'avez pas encore fait. Oui, parce que c'est très didactique et c'est vraiment les technologies dans tous les cas de figure, c'est-à-dire à la maison, au boulot, voilà. Tous les pans ont été explorés. Il y a 5 hors-séries consacrées à cette question. On passe à la suite peut-être.
Je vais tousser. Non, c'est lui qui va tousser. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai un petit truc qui gigote. H comme Hyperloop, 30 minutes entre Amsterdam et Bruxelles. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude quand on parle d'Hyperloop, Sébastien. Donc l'Hyperloop, c'est ce train à sustentation. J'ai hésité avant de dire sustentation. Oui. Est-ce que c'est suspensation ou sustentation? Il y a les deux. Non, c'est correct, c'est sustentation magnétique. Donc au lieu de reposer sur des rails comme le train classique, il repose sur des rails magnétiques où il est pendu à des rails magnétiques, électromagnétiques, et il se meut, ce qui est normal pour un train de se mouvoir. Dans un tube. Dans un tube. Celui-là, c'est dans un tube qui permet d'atteindre des vitesses de 1000 km/h et donc qui mettrait Bruxelles et Amsterdam à 30 minutes. Et honnêtement, ma première réaction en lisant ça, en confinement, c'est de dire « ouais, et alors est-ce qu'on en a vraiment besoin ?» Et dans quel sens, enfin voilà, dans quel monde vit-on et dans quel monde veut-on vivre après cette histoire? Est-ce qu'on en a besoin? Donc ça, c'était ma vraiment première réaction et un peu épidermique. Oui, je vais t'avouer, je t'interromps 10 secondes pour une petite parenthèse. J'ai pensé exactement la même chose que toi, mais avec un petit truc en plus, c'est juste génial pour bien diffuser un virus. 1000 km/h, c'est encore plus vite. ça ira encore plus vite, oui, c'est ça. C'est vraiment, mais pour le coup, tu vois, il y a des choses qui changent autour de nous et des réflexions qu'on se faisait pas avant, auxquelles on pense maintenant, auxquelles on n'aurait jamais pensé auparavant. Là, on pense plus télétravail. Finalement, pourquoi aller jusqu'à Amsterdam quand on vit à Bruxelles, alors qu'il y a le télétravail et qu'on va beaucoup moins polluer et que voilà. Je te laisse continuer. Les vidéoconférences fonctionnent très bien, c'est aussi une leçon qu'on apprend depuis un mois. Ceci dit, en lisant l'article, on apprend plein de choses sur le principe de Hyperloop. Alors pas sur l'article original de Data News qui est très court, qui est juste une brève, mais si vous allez sur le site web du fabricant qui s'appelle Hard avec DT à la fin, il y a plein de vidéos qui expliquent le concept, qui montrent comment ça marche. Ils ont des prototypes qui fonctionnent déjà. Ça m'a fasciné, il y a même des aiguillages, donc il y a moyen de faire changer de direction, de changer de tunnel un train. Et je répète, tout ça à plus de 1000 km/h. Ça m'a amené à creuser aussi la question, oui, mais c'est quoi la vitesse des trains aujourd'hui? Et donc, j'ai trouvé un autre site dont on vous mettra le lien évidemment dans les notes du podcast, avec les records établis des trains les plus rapides du monde. Et le record, c'est un train aussi à sustentation électromagnétique qui ne sera pas encore en service avant 7 ans. C'est au Japon et qui lui roule à 600 km/h. Il sera en service entre Tokyo et Nagoya en 2027. Les Chinois ont quelque chose également autour de Shanghai, qui utilise aussi des forces magnétiques et qui atteint 580 km/h. Et puis sur le bon vieux rail classique avec du métal et de rails métalliques, c'est le TGV français qui est le plus rapide avec des pointes à 575 km/h sans passagers. Le TGV, ouais, c'est le record du monde. C'est le record, hein, c'est pas la vitesse commerciale. C'est pas la vitesse qu'ils utilisent, c'était des essais. Je pensais que c'était au moins 100 km/h. Et donc, c'est 300 et quelques, si vous prenez le TGV, enfin, souvent, entre Bruxelles et Londres ou Paris, vous savez qu'on tourne à 320 km/h avec des passagers. C'est indiqué. Donc là, quand même, on parle de 1000 km/h avec l'Hyperloop. Voilà pour nos enfants ou petits-enfants. Est-ce qu'Elon Musk a encore un truc à dire sur Hyperloop? C'est un principe, parce que j'ai un peu perdu le fil de cette histoire. C'est sa libre. Hein. Je pense qu'il, c'est ça. C'est un petit peu. Il a dit je dépose ça là, faites-en ce que vous voulez. C'est ça l'idée. D'accord. Ok. Moi, je me rappelle, il y a très 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 longtemps, il y avait une autre technologie, c'était le monorail. Peut-être que vous avez connu ça. Il y a encore des restants quand on passe la frontière belgo-française à passer Mons, etc. Il y a encore le monorail en béton, en fait. Là, il n'y avait pas de sustentation magnétique, mais c'était déjà une technologie qui était assez intéressante et qui a été abandonnée. Je ne sais pas très bien pourquoi. La SNCF était partenaire d'ailleurs de ce projet, mais bon, voilà. Il y en a un en service à Seattle où j'ai la chance d'aller assez régulièrement, j'allais assez régulièrement pour le boulot. Et il est encore là, on peut aller du centre-ville au Lidl, vous savez, l'antenne radio à Seattle en monorail. Donc voilà, c'est toutes les technologies pour aller encore plus vite du point A au point B, ce qu'on ne peut pas faire de toute façon avant un bon bout de temps. Donc faites-en votre deuil, mais on peut encore rêver. C'est encore autorisé. Donc n'hésitez pas à rêver à la vitesse à laquelle vous voulez. Vous voulez passer mon... Quand on pose sur un bouton et que ça démarre pas, c'est toujours un petit peu gênant. La lettre O comme objet connecté. Clap de fin.
pour le Flower Power. Il va falloir nous rappeler de quoi il s'agit, Xavier. Tu as coupé ton micro, Xavier, pour le coup. Il va falloir le remettre. Le Flower Power, c'est un projet qui a été lancé en 2013 et qui permettait de surveiller en temps réel la luminosité à laquelle est exposée une plante, le taux d'humidité de son sol, le taux d'engrais. Bref, grâce à l'app, l'utilisateur pouvait suivre les statistiques et connaître les besoins de ses plantes. C'est en 2017, Perrot, qui est le fabricant de ce petit appareil, qui était bien pratique pour les personnes qui n'ont pas la main verte. Ouais. En 2017, Perrot a laissé tomber la compatibilité avec le site IFT, donc If This Then That, qui permet de faire des interactions et donc de dire, voilà, par exemple, si ma plante a soif, eh bien, envoie-moi une notification sur mon téléphone pour me dire que je dois arroser ma plante, quoi, des choses comme ça. Alors, il faut savoir que IFT est payant pour les intégrateurs, pas pour les utilisateurs. C'est même assez cher, en tout cas pour des petites sociétés. Donc c'est pour ça qu'on voit principalement des grosses boîtes qui sont compatibles avec IFT et pas des plus petites. C'est un tarif quoi à la requête, j'imagine? C'est en fonction du nombre de requêtes qui sont faites. Alors moi je m'étais renseigné un moment, mais je crois que déjà rien que pour avoir le droit d'intégrer ta solution, sans parler encore de requêtes ou quoi que ce soit, on parlait quand même déjà de 3 000 ou 5 000 $. Ah oui, mensuel ou quoi? Juste pour pouvoir être lycée. Non, je crois que c'était annuel. Je pense que c'était annuel. Donc c'est un budget qui est quand même rebutant pour certaines petites boîtes. Surtout que bon voilà, c'est du récurrent malgré tout. Donc la société avait ceci dit rassuré les utilisateurs en disant qu'il n'était pas question d'abandonner le Flower Power. Sauf que du jour au lendemain et sans aucun préavis, ils ont coupé les serveurs dont dépendaient à 100% les appareils. Donc tous ces appareils ne fonctionnaient que grâce à l'interaction avec les serveurs de Perrot, qui ont été coupés du jour au lendemain sans avertissement préalable. Et donc les propriétaires de ces appareils se retrouvent avec un objet qui ne sert plus à rien du tout, avec évidemment un gros mécontentement. Alors il y a quelques rumeurs qui disent que il y aurait une API pour cet objet-là. Du coup, il y aurait la possibilité peut-être pour certains développeurs, s'ils ont la documentation de l'API, de faire tourner leur propre serveur chez eux. Mais donc de nouveau, là, ça n'est que pour des personnes qui s'y connaissent vraiment très très fort, qui ont les moyens technologiques et les compétences pour faire tourner ça. C'est-à-dire, donc a priori pas nécessairement la cible. Des propriétaires, quoi, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas la cible du produit. C'est pas le geek. Voilà, clairement pas. Et alors, moi j'ai un petit coup de gueule parce que j'ai l'impression que cette société, Perrot, est assez familière avec ce genre de pratiques. Il faut savoir Perrot est très connu à la base pour les appareils Bluetooth. À la base, ils se sont fait connaître par les appareils Bluetooth et les oreillettes, les car kits notamment. Donc c'était surtout, ils se sont fait connaître grâce aux car kits, principalement dans les voitures. Il y avait des petits appareils. Maintenant, c'est intégré, mais là, on pouvait se faire placer un petit car kit. Et ils sont très connus mais aussi pour le drone effectivement, mais ils ont essayé plein de choses donc dans des secteurs un peu différents. Et le casque que j'ai ici notamment, c'est un Perrot Zik de première génération. Ah oui, je me rappelle. Alors ils ont très vite sorti un appareil une deuxième version, et donc dès qu'ils ont sorti la deuxième version, il y a plus quasiment aucun support pour la première version, c'est-à-dire que il y a un forum attitré pour le support, mais vous n'obtenez aucune réponse. Il y a des personnes qui sont restées sans réponse à des questions vraiment basiques pendant vraiment très longtemps. Moi, j'ai un petit défaut, alors que j'utilise pas très souvent mon casque à l'extérieur, donc c'est vraiment un usage. J'ai les petits coussinets qui se défont. Et en fait, ces appareils, alors qu'ils ne sont vraiment pas très vieux, il n'y a plus aucune pièce disponible en seconde main, etc. Enfin,
En spare, quoi. Pas en seconde main, mais donc en spare. Et donc c'est une pratique, je pense, qu'ils testent des marchés, et si ce n'est pas assez rentable, ils passent très vite à autre chose. Et ça, c'est un petit peu dommage dans la pratique. Je pense qu'il y a moyen d'abandonner des solutions tout en n'abandonnant pas la communauté qui a acquis ce logiciel ou ces appareils derrière, quoi. Il n'y a pas cette culture on va dire, du suivi sur le moyen terme, ne serait-ce que sur le moyen terme. Dire voilà, on va arrêter de produire tel produit, mais d'au moins avoir des pièces pour pouvoir, ou un service quelconque qui puisse un petit peu suivre dans les 4 ou 5 années qui suivent ce produit. Ce serait de bon ton, quoi, comme beaucoup le font. Je comprends parfaitement qu'on puisse pas puisse pas maintenir pendant 20 ans des appareils. Je comprends aussi qu'on ne puisse pas maintenir des appareils qui sont pas rentables, mais ils auraient pu, par exemple, mettre ça en open source pour que n'importe qui puisse le maintenir derrière, et ça aurait déjà fait moins de mécontentement. Ouais. Ils avaient fait aussi un autoradio de unités là, sous Android, je me rappelle, à une époque, qui était assez prometteur aussi, puisque ça permettait d'utiliser les applications Android directement dans son car kit, quoi, dans son kit. Voilà. Tous les appareils qu'ils font sont généralement assez bons. Hein. C'est une boîte française, je pense, Parrot. Je ne dis pas de bêtises. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien, il me semble, non, ou pas? Non, pas du tout. Ça me faisait penser aux besoins ou aux bienfaits de l'open source et des spécifications ouvertes en tout cas, pour que d'autres puissent, si pas monsieur et madame tout le monde qui a acheté l'objet, mais qu'il y ait une communauté de développeurs qui puissent continuer de faire évoluer et de maintenir la solution. Mais pour ça, il faut des specs ouvertes, il faut un peu de confiance, il faut une volonté du fabricant aussi. D'autant que ce produit-là, il avait été très bien positionné. Je me rappelle qu'il y avait eu une présentation au CES, si je ne dis pas de bêtises, l'année de sortie, c'était en 2015, je crois, ou 2016. Il me semble qu'on en avait parlé à l'époque. Oui, parce qu'il y avait des solutions un peu pas concurrentes, mais dans le même esprit. D'autres sociétés commençaient aussi à proposer des objets connectés grand public. C'était un peu le début de l'objet connecté grand public. Et donc il y avait un foisonnement comme ça de petits outils qui pouvaient rendre service. C'en était un, malheureusement c'est fini. Faut se renseigner, voir s'il n'y a pas autre chose qui existe. Et évidemment, c'est toujours un peu embêtant parce qu'on se dit ah là là, je me suis fait avoir une fois. Et ce qui est rageant aussi, c'est que l'appareil était vendu encore très récemment. Donc il y en a qui ont acheté l'appareil en promotion. Je veux dire, ils auraient vendu ça pendant un an en 2013. Bon ben voilà, pas de chance. Tu l'as quand même utilisé, amorti. Mais ceux qui l'ont acheté il y a quelques mois, ils doivent avoir un peu mauvais quand même. Ils doivent un peu, pour le coup, parce que pour là, les geeks, il y a moyen de le faire. Pour les geeks, il y a moyen de le faire soi-même. Hein. On peut. Oui, évidemment. D'humidité, un Raspberry Pi, etc. C'est des beaux projets pour les mois de confinement. Bien sûr. Oui, mais pour se faire livrer un petit Raspberry Pi, Amazon, c'était quand même top. Pas évident. Bon, on tourne en rond sur ce sujet. Moins drôle, surtout par les temps qui courent, mais moins drôle de toute façon, quels que soient les temps qui courent d'ailleurs. R comme ransomware, les hôpitaux de plus en plus attaqués, plus que d'habitude, apparemment, Sébastien. Oui, il y a plusieurs news qui sont passées cette semaine à ce niveau-là, et à chaque fois ça fait mal, quoi. On se dit mais quels sont les gens qui font ça? Donc les ransomware, ce sont des logiciels qui sont en général envoyés par email. Vous cliquez sur un attachement et ça exécute du code qui va directement ou indirectement. Indirectement parce que parfois ce code va télécharger d'autres codes, etc. Enfin, au final, il y a un truc qui s'exécute sur votre machine et qui va chiffrer, donc encoder, encrypter des fichiers comme vos présentations, vos fichiers Word, des fichiers Open Documents, etc. Et vous demandez de payer en Bitcoin pour obtenir la clé de déchiffrement. Donc j'avais vu passer la news et cette fois-ci j'avais un peu de temps et j'ai été regarder donc sur le blog de Unit 42, Unit 42 de Palo Alto Networks. C'est une grosse société américaine qui s'occupe d'équipements réseau, et leur unité 42, c'est une unité dédiée à la cybersécurité, à la cyberresponse, à l'analyse des malwares. Et techniquement, leur analyse sur le blog est assez bien foutue. Ils expliquent exactement comment ça fonctionne. Alors je suis désolé pour ceux à qui c'est arrivé, mais techniquement les mecs qui font ça, ils sont quand même assez bons en général.
en général. Et Palo Alto Networks a vraiment décodé le fonctionnement de deux de ces malwares pour montrer comment ça se propage, comment ça fonctionne. Alors c'est évidemment pas pour vous donner des idées pour en faire vous-même, c'est de l'éducation, c'est pour comprendre, et on en commence à attaque, on peut mieux s'en défendre aussi. Et voilà, si on doit donner un conseil, n'ouvrez pas des attachements qui arrivent par email. Même les personnes que vous connaissez, parce qu'il peut y avoir des machines infectées chez vos amis, avec des applications qui vont envoyer à tout le carnet d'adresses de vos amis, donc à vous, les mails, et puis garder un antivirus si je puis me permettre, je pense que là, maintenant, pour le coup, c'est dans l'informatique, c'est aussi vrai que dans la vie de tous les jours. Dans notre vie de tous les jours d'aujourd'hui. C'est la propagation, entre guillemets, de ce genre de choses se passe aussi quand on ne fait pas attention. La plupart du temps, mais il faut être très vigilant, là, parce que c'est vrai qu'ils sont de plus en plus doués, ces salauds. Xavier, tu voulais rajouter un truc? C'est marrant parce que j'ai passé aujourd'hui, c'est un hasard, toute la journée à dépanner un client qui a été affecté par un ransomware où tous ces fichiers ont été encryptés également. Et donc voilà, c'est une vraie crasse. Ça infecte tous les dossiers partagés, tout l'OS, tout ce que vous voulez. Et en gros, la seule solution, c'est d'avoir des backups, une stratégie de backup qui est béton et de pouvoir réinstaller ça rapidement. C'est quasiment la seule solution, parce que même s'il existe des techniques pour nettoyer ou enfin déchiffrer certains, pas tous, certaines versions de ransomware, c'est pas pour autant qu'on a nettoyé le logiciel des machines qui ont été affectées. Et comme ça se propage, comme ça me l'a dit, par le réseau, par tous les dossiers partagés, ça se répand vraiment très très vite, et ça peut se relancer à des dates planifiées à l'avance, etc. Donc la seule solution, c'est d'avoir une bonne politique de backup, et même vos appareils qui prennent des backups, vous devez les protéger et en prendre un autre backup aussi, parce que il est fréquent que des backups soient eux-mêmes touchés et encryptés. Et donc là, si votre backup est lui-même chiffré, vous avez un souci. Je sens que disait, testez vos backups. Un backup non testé, a priori, c'est un backup qui n'existe pas. C'est un Schrödinger backup. On ne sait pas s'il marche, il ne marche pas. Oui, c'est ça. Ça a marché ici. Testez vos backups. Faire des backups, c'est bien, les tester, c'est mieux. Juste une petite précision, le titre, effectivement, les hôpitaux plus attaqués que d'habitude, il y a les hôpitaux, certes, mais également les particuliers, sur base du sujet Covid-19 qui excite un petit peu tout le monde, et tout le monde a envie d'avoir de l'information. Forcément, c'est du pain béni, entre guillemets, pour ceux qui veulent vous rançonner. C'est parce que on va être tenté peut-être plus facilement aujourd'hui de cliquer sur un lien qu'on ne connaît pas, parce qu'on a envie d'avoir de l'information. Il faut réfléchir 2 fois avant de cliquer et tourner 8 fois sa souris sur le tapis avant d'y aller, parce que ce petit geste peut avoir des conséquences dramatiques, et c'est vraiment pas le moment en plus, il faut être clair. Oui, Sébastien. Une bonne technique aussi, c'est d'ouvrir ces mails-là dans une machine virtuelle. Si vous êtes un tout petit peu technique, vous gardez sur votre PC une machine virtuelle, il y a des outils gratuits pour ça, comme VirtualBox, et vous configurez le mail là-dedans, et vous ouvrez dans la machine virtuelle, sans configurer la machine virtuelle pour qu'elle puisse accéder au disque dur physique de la machine, évidemment. C'est ballot. Si je me trompe pas, j'ai vu une news très récemment, comme quoi une des nouvelles fonctionnalités de Windows était de pouvoir lancer et ouvrir des documents ou des programmes dans une sandbox, on appelle ça. Donc c'est-à-dire dans un environnement clos. C'est pas une machine virtuelle, c'est vraiment un environnement clos, c'est-à-dire que tout ce que vous allez exécuter, ouvrir, enregistrer dans cet environnement va disparaître complètement après la fermeture de cette sandbox. Je pense que c'est natif maintenant dans Windows, ou ça va l'être bientôt. C'est une news à vérifier, mais en tout cas c'est prévu. À vérifier, effectivement. Ce serait une bonne chose, et ce serait vraiment malin, parce que c'est vrai qu'on est de plus en plus... des fois on se pose des questions. Moi j'ai reçu, il n'y a pas tellement longtemps, j'étais un petit peu au courant, mais donc tout le monde n'est pas, un mail de l'hébergeur du site des technos, avec la bonne en-tête, avec les bons liens, etc. Et il y avait juste un lien qui me posait problème. En passant la souris dessus, je voyais que c'était pas l'adresse habituelle, et en décortiquant un petit peu, c'était un ransomware
très très bien fait, de très belles factures, j'ai envie de dire, et j'ai pris un mail original de mon fournisseur pour les comparer. Il y avait très très peu de différence entre les deux entre les deux messages. C'est voilà, méfiance quoi, vraiment méfiance, parce que voilà, comme je le disais, ça peut avoir des conséquences. On termine, Xavier, sur ce sujet. Voilà, donc j'ai vérifié. Donc c'est effectivement lié à une mise à jour récente de mai 2019. Et la Windows Sandbox, ça s'appelle comme ça, est disponible pour les versions Pro ou Enterprise de Windows 10 de manière native. Donc si vous avez une édition familiale, malheureusement, ça n'est pas disponible. D'accord. En tout cas, dans la news que j'ai vue. Peut-être que ça viendra un jour. On ne sait pas. Ou ce serait bien. Voilà. On en a fini avec la lettre R. Hein, oui, je pense que oui. Sébastien, on va parler de la lettre S comme Sonos. Sonos qui entend, écoute et agit. De quoi s'agit-il ? J'avais râlé dans une de mes premières apparitions dans les technos, je crois que c'était en janvier ou en février, parce que Sonos ne s'était pas comporté bien avec ses clients. Moi-même, étant client, j'avais de quoi râler. Donc en gros, de quoi il s'agissait à l'époque? Il s'agissait d'un cycle de fin de vie des appareils un peu plus anciens. Jusqu'à présent, Sonos avait un très bon historique de pouvoir supporter des appareils plus anciens. Et là, il nous avait envoyé un mail en disant « Si votre appareil est plus ancien, on vous offre 30% pour acheter un plus nouveau. » Ça commençait bien, mais il y avait un mais. Une fois que vous aurez le nouveau, on va briquer l'ancien, donc vous ne pourrez pas le revendre, le donner à un copain ou aux parents ou n'importe quoi. Il sera briqué, il sera juste bon à mettre à la poubelle. Et si vous n'upgradez pas, et que vous avez un réseau avec plusieurs appareils Sonos, qui est la plupart du temps l'usage de Sonos, eh bien, plus aucun de vos appareils, même les plus nouveaux, recevront des mises à jour. Alors, ça avait provoqué l'ire des consommateurs que nous sommes et des clients Sonos, et j'en avais parlé ici dans des technos. Eh bien, Sonos a fait machine arrière, puisque j'ai reçu un mail hier de Sonos qui me disait que le programme d'upgrade vaut toujours 30% si je veux acheter un plus nouveau, mais que si je le fais, mon ancien appareil reste disponible, je peux le revendre, je peux le jeter, je peux le renvoyer pour recyclage. Donc ils ont écouté l'aspect vert également, et ils mettent en place un programme de mise à jour. Même si on ne fait pas la mise à jour de ce vieux appareil sur notre réseau, les appareils plus récents qui sont sur le même réseau continueront de recevoir des mises à jour, et les trois, je dis trois pour moi parce que j'en ai trois, mais les systèmes continueront de fonctionner ensemble comme ils l'ont toujours fait depuis presque 10 ans que j'utilise Sonos. Donc voilà, ils nous ont entendus, ils nous ont écoutés et ils ont agi. Là aussi, bravo, voilà. Chapeau, merci, ça valait la peine de râler. Il faudrait envoyer cet exemple-là à Parrot. Non mais c'est vrai, voilà, c'est bien joué. Effectivement, je pense que la pression était quand même importante. On sait à quel point Sonos, c'est une petite boîte en fait. On a toujours l'impression que on les met à égalité avec des grosses entreprises. Non, en fait, Sonos, c'est pas une très très grosse entreprise qui se fait régulièrement un peu piller sa technologie. Hein. On l'a vu il y a pas tellement longtemps avec un procès, je pense, ou en tout cas une plainte déposée par Sonos concernant l'usage que Google a fait de son code source sur justement la question de l'appairage, etc. Dans les petits boîtiers Google Home, entre autres. Apparemment, ce serait de la technologie Sonos à l'intérieur, parce qu'ils avaient travaillé un peu de concert avec Google, justement, en prévision du Google Home, et donc ils ont partagé beaucoup d'informations à l'époque avec Google, et ils se sont fait un petit peu avoir par Google, apparemment, enfin, la justice devra le dire, mais je voyais qu'il y avait à peu près, je pense que c'était une centaine de brevets qui étaient sur lesquels on était passé entre guillemets, et qu'ils ne pouvaient attaquer Google que sur seulement 2 ou 3 de ces brevets, parce qu'ils n'avaient pas les moyens d'attaquer sur tous les fronts en même temps. Donc c'est pour dire que voilà, ils se battent avec de petits moyens quelque part, même si ça reste des produits relativement, oui, vous le direz chez vous, un peu coûteux, etc. Mais de qualité. Je pense que ça, dès la première heure, ça s'est senti.
c'est les premiers modèles qui fonctionnent d'ailleurs toujours aujourd'hui du coup, sont vraiment voilà. Et ils ont une technologie qui en plus de ça est rétrocompatible, c'est super. Voilà, c'est tout ce qu'il faut. Ils ont battu Logitech sur leur terrain là-dessus parce qu'il y avait un peu, ouais. Il y avait la Squeezy Box de Logitech qui mais on a plus avec une image un peu plus proche plus haut de gamme, un peu, ouais, j'allais dire un peu à la Apple, quoi. Hein, c'est un peu le Apple du son, quoi. C'est un produit de super bonne facture physiquement quand on l'a en main, le poids, la qualité du son. Bon, ça reste un petit haut-parleur, hein, donc c'est pas du niveau audiophilique, mais pour la taille de cet haut-parleur et puis c'est bluffant, la compatibilité sur les années ça marche, quoi. Ça marche. L'interface graphique de l'app est améliorable, mais bon. Ok, elle fait son boulot. On aurait pu attendre une marque comme Bose sur ce terrain. Ils ont jamais vraiment. Ils ont un peu essayé avec des trucs en Bluetooth, machin, mais bon, pas extraordinaire parce que en termes de qualité de son, il y a quelque chose aussi. Hein. Alors après, les plus audiophiles vont me flinguer, ils vont me dire Bose, vous êtes fou. Machin. Ceci étant dit, ça marche bien, quoi. Mais c'est clair que c'est plutôt un son séduisant et avec des biais, etc. Enfin, bref, Sonos pareil, mais ça reste quand même des outils de belle facture et voilà. Mais bon, quand on veut un kit complet Sonos pour à la maison, il va falloir grappiller sur autre chose. Hein. Ou aller chez Ikea. Oui, ou interdire les enfants de faire des études, quoi. C'est à un moment donné, faut faire un choix. Il faut les envoyer directement sur le marché du travail dès qu'ils ont l'âge, parce qu'il n'y aura plus les moyens derrière après de leur payer les études. Donc, j'ai vendu un rein pour mon dernier. Xavier a raison. Sonos a fait une association avec Ikea il y a un an ou deux. Oui, bien sûr, on en a parlé. On fabrique les haut-parleurs, mais c'est la technologie Sonos et c'est compatible avec le reste aussi. Donc, c'est un moyen d'entrer dans le monde Sonos pour un prix nettement plus abordable. Oui, c'est pas très cher d'ailleurs. Hein. Il y a deux modèles. Un modèle qui ressemble un peu à un lampadaire. Enfin, il y a une lampe et une étagère. Oui, il y a un modèle d'étagère. Enfin, c'est un modèle un peu porte-livre. Voilà. Mais c'est pas. Voilà, c'est pour se mettre le doigt dans l'enrouage, entre guillemets, c'est idéal. Bon, on a fini avec Sonos. On passe à la suite. Ça, c'est peut-être l'info de la semaine, et peut-être même des semaines à venir, j'ai l'impression. C'est cette histoire d'application de tracking. Il y en a plusieurs qui sont élaborées ça et là. En Belgique, certaines universités se penchent sur la question, parce qu'il va falloir proposer quelque chose, apparemment, à un moment donné. Application de tracking, c'est aussi une idée que développent, de son côté, deux géants, et qui connaissent plutôt bien les applications mobiles, à savoir Apple et Google. Et le tracking aussi. C'est bien. Donc ils maîtrisent vraiment tous les aspects de cette technologie, mais il faut pas le faire n'importe comment. Et c'est de ça dont on va un petit peu parler, Sébastien, j'imagine. Ce fameux tracking. Donc Apple, Google qui s'unissent quelque part pour traquer les malades du Covid-19. Pour mettre en place une plateforme technologique commune. Parce que donc l'idée de ces apps de tracking, c'est de pouvoir vous informer si vous avez été proche pendant une période de temps suffisamment longue avec quelqu'un qui, après, devient malade du Covid, pour pouvoir informer les personnes et que les personnes elles-mêmes se mettent en quarantaine ou soient mis en quarantaine en fonction des politiques des gouvernements. Et pour cela, beaucoup de gouvernements pensent utiliser notre téléphone, parce qu'on a tous un téléphone, et il y a plein de solutions de tracking là-dessus. On pense évidemment au GPS, mais il faut une solution qui reste anonyme et non intrusive, sans partage de données personnelles. Ça, c'est l'aspect liberté. Et puis, il y a l'aspect statistique, technique. Si on veut que ça marche, il faut que ça soit utilisé par le plus grand nombre, parce que c'est ce genre d'application qui a un effet réseau. C'est comme le téléphone. Si on n'est que deux à avoir le téléphone, l'intérêt pour un troisième d'acheter un téléphone est assez limité. Mais si on est 1 million à avoir un téléphone, déjà, il y a un peu plus d'intérêt à avoir un téléphone. Donc, il faut une masse critique pour que ça marche. Et quelle meilleure idée d'avoir une masse critique, d'intégrer ça dans la technologie des téléphones qu'on utilise. Et globalement, il y a 2 systèmes d'exploitation sur le marché, iOS et Android, sans parler des trucs plus exotiques. Mais enfin, si on couvrait iOS et Android, on couvre la plupart des téléphones du marché. Et donc ces deux-là se sont mis ensemble pour d'abord, dans un premier temps, développer une API. Donc une API, ce sont une librairie de fonctions que les développeurs d'applications peuvent appeler, mais une API commune pour que la solution fonctionne
entre téléphone Android et téléphone iOS. Il fallait pas un truc qui marche que sur les smartphones d'Apple ou que sur les smartphones de Google. Ça serait un peu ballot. T'es quoi, toi? T'as Android? Crève. Tant pis. C'est vraiment mal vu. Donc, il faut un truc commun en API, et si possible, encore mieux, mais ça va prendre un poil plus de temps, intégré dans le système d'exploitation via une mise à jour qui arrivera probablement prochainement. Alors, comment est-ce que ça respecte, et je me permets d'aller un peu plus dans les détails là, comment est-ce que ça marche et comment est-ce que ça respecte notre vie privée sans dire qui on est et exactement où on était, parce que il ne faut pas que le système sache que c'est moi. Et 2, il ne faut pas que le système sache exactement où je vais à tout moment de la journée. Tout ce que le système a besoin de savoir, c'est si moi, j'étais à proximité d'une personne A, d'une personne B ou d'une personne C. Et donc, ça va marcher avec Bluetooth Low Energy, BLE. Et Xavier est probablement bien mieux placé que moi pour parler de BLE après. Donc, n'hésite pas à rajouter des informations dès que j'ai fini. Mais comment ça marche? Globalement, on a Alice et Bob, comme toujours en informatique, surtout en cryptographie. C'est toujours Alice et Bob qui ont 10 minutes de conversation l'un à côté de l'autre, tous les deux avec leur téléphone portable. Par le Bluetooth Low Energy, votre téléphone est capable déjà de détecter les téléphones qui sont autour de lui et éventuellement d'engager une conversation entre téléphones par ce protocole. C'est déjà comme ça, si je ne me trompe pas, que fonctionne AirDrop avec iOS. Quand vous êtes tout près, vous pouvez envoyer un fichier ou une photo à quelqu'un d'autre sans nécessairement devoir se mettre sur le même Wi-Fi, etc. Et donc, les deux téléphones, ils vont s'échanger un jeton, une clé, un numéro, 1, 2, 3, 4 pour Alice, 4, 5, 6, 7 pour Bob, sans dire qui c'est. Imaginons que quelques jours après, Bob soit testé positif au Covid. Avec l'autorisation de Bob, il lance une application qui va envoyer tous les jetons des téléphones qu'il a croisés ces 2 dernières semaines. Donc, son téléphone a gardé le jeton d'Alice, 1, 2, 3, 4, et il va envoyer à un serveur le jeton 1, 2, 3, 4. En même temps, Alice, elle ne fait rien, mais son téléphone télécharge, se connecte au même serveur et télécharge la liste des jetons qui la concernent. Et donc, si Bob a dit « j'ai été près du jeton 1, 2, 3, 4 » et que le téléphone d'Alice appelle le serveur en disant « est-ce que quelqu'un malade a été proche du 1, 2, 3, 4 ?» À un moment, le serveur va dire « oui », et va lui dire « quand ?» Il ne pourra pas dire « où », puisqu'il n'y a pas de GPS, on ne sait pas où. Il ne va pas dire « qui » non plus, on ne sait pas qui. On sait juste que dans les derniers 14 jours, il y a eu un match et mon téléphone a été proche du téléphone de quelqu'un qui s'est déclaré comme malade. Puis après, c'est à Alice de faire ce qu'elle doit faire, probablement rester à l'intérieur, chez elle, se confiner, pour ne pas propager la maladie. Et donc de cette façon-là, c'est tout à fait anonyme, on ne sait pas qui vous êtes, on ne sait pas qui vous a communiqué la maladie, et c'est tout à fait automatique, puisqu'il n'y a rien à activer. Dans un premier temps, je répète, ça serait une API disponible pour des applications, mais ils ont intention, un poil plus tard, de mettre ça dans le système d'exploitation lui-même, de manière à ne pas dépendre d'une application. Donc même si on n'installe pas d'application, cet échange de clés Bluetooth Covid se ferait automatiquement. Ok. Voilà, je suis un peu plus long que d'habitude là-dessus. Ouais, non, mais c'est bien. Parce que comment ça marche et pourquoi c'est anonyme et pourquoi ça respecte la vie privée. Je vais faire une toute petite parenthèse, mais je vais pas citer de nom ni quoi que ce soit. J'ai suivi l'enregistrement d'un podcast technologique. Alors déjà, il est diffusé en direct sur YouTube, ce qui est très très bien, bravo. Mais ils utilisaient pour communiquer, ils utilisaient Zoom. Alors un podcast technologique qui utilise Zoom aujourd'hui, ça me faisait un petit peu sourire. Et il y a un gars très sympa au demeurant qui s'est lancé dans l'explication et il est pas arrivé à la moitié parce qu'il a perdu le fil à un moment donné. Donc je te félicite. C'était un challenge. C'est comme expliquer les crypto-monnaies, tu vois. Si tu as passé ce test-là, le test Covid-19, on va l'appeler comme ça, tout le monde se souviendra de quoi il s'agit, c'est juste parfait, j'ai juste compris. Seul petit truc, après on va donner la parole à Xavier, c'est si en même temps Alice a un test de grossesse positif, elle peut se poser plein de questions. Parce qu'elle voilà. Mais ça, c'est une autre question, évidemment. Xavier, tu voulais rajouter un truc, je pense. Bon, mais ça a été effectivement très bien expliqué. Moi, je pense qu'il faut peut-être juste expliquer aussi qu'il y a des personnes qui réagissent et qui ont des craintes face à ça. Les craintes principales, évidemment, c'est évidemment le fait qu'on soit anonyme et le traçage, parce que même s'ils disent qu'on est anonyme,
on sait que par le passé, il y a déjà eu des cas où les sociétés disaient qu'ils ne traquaient pas et en fait ils le faisaient quand même. Donc c'est quelque chose qui est à vérifier et à valider, d'autant plus si ça a le consentement finalement de certaines autorités, hein, puisqu'on sait qu'ils sont en discussion, je pense, au niveau de la RGPD, etc., pour voir qu'ils respectent bien tout ça. Et l'autre point, c'est la sécurité, puisque le Bluetooth a connu quand même plusieurs failles, et donc il y a plusieurs personnes qui désactivent le Bluetooth la majorité du temps. Si le Bluetooth reste actif sur certains appareils, il y a des enjeux de sécurité qui sont importants là aussi. Donc je pense que c'est une très bonne initiative. Je pense que il faut pas avoir peur outre mesure de ça si c'est bien fait, mais les craintes sont quand même fondées, je pense, et il y a des choses auxquelles il faudra faire attention malgré tout. C'est tellement répandu et ça va être tellement analysé par des chercheurs en tout poil, en tout genre, des universités, que à moins qu'il y ait des bugs d'implémentation, et c'est toujours possible évidemment, je pense pas que ni Apple ni Google se risqueraient à collecter des données personnelles sur ce coup-là. Non, peut-être pas eux, mais est-ce que l'outil peut être peut-être pas eux, mais est-ce que l'outil ne peut pas être dévoyé par on parlait d'hameçonnage là tantôt, mais par ce genre d'individus entre guillemets qui pourraient utiliser ce type d'outil à d'autres effets. On peut se poser la question. Donc. Concrètement, un risque, ce serait si on devait en citer un, c'est imaginons qu'il y ait une faille et que quelqu'un puisse exploiter cette faille, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Mais il pourrait par exemple savoir toutes les personnes avec qui vous êtes en contact fréquemment, on va dire. Donc on pourrait savoir, voilà, cette personne-là fréquente fréquemment un réseau de médecins, un réseau de personnes plutôt geeks ou autres. Donc il y a des possibilités. Tu veux dire qu'on pourrait savoir quel est le père du futur enfant d'Alice, par exemple? On pourrait savoir si tu es une maîtresse. Voilà. Non, mais je veux dire, il y a des risques. Effectivement, je pense pas que volontairement ils vont exploiter ça. Mais des failles, ça arrive pour tout. Enfin, quel logiciel n'a jamais eu de faille? Ça n'existe pas. Oui, c'est ça. On l'a souvent dit ici. C'est de l'informatique, donc il faudrait être très très attentif à ça. Ouais. Et effectivement, une bonne chose, ce serait que ce soit complètement open source et que tous les développeurs puissent se plonger là-dedans, puisque c'est le meilleur moyen pour que des failles soient identifiées et connues de tous, quoi. En tout cas, s'il y a une faille qui a mis en évidence ce virus, c'est symbolisé par un logo un peu particulier qu'on ne pensait pas voir, et là on voit effectivement qu'il y a eu un avant et un après Covid-19, c'est ce logo, une pomme avec Google à côté, dans un communiqué de chez Google. C'est quand même assez flagrant. Il y a des évolutions comme ça un petit peu inhabituelles qui sont en train de se faire. C'est peut-être positif aussi, il ne faut pas non plus voir tout en noir, hein. Voilà. Il y a qu'eux qui pouvaient le faire. Si c'est pas eux, ce système ne marchera jamais. Ouais. Si c'est le gouvernement allemand, le gouvernement français, le gouvernement américain, le problème. Qui développe sa propre solution, ça ne marchera pas. Donc il faut un truc global. Et c'est eux qui font. Et pourtant, parce que l'Europe est ce qu'elle est, hein, et pourtant c'est vers ça qu'on va. Tu le sais bien. C'est que chacun y va un petit peu de son développement et dans son coin, alors que l'interopérabilité est, si on prend le train, on peut en parler là tantôt. Pour aller de Bruxelles à Paris, il faudrait quand même qu'on sache aussi pister, enfin que ce tracking soit efficace également dans nos déplacements et nos interactions avec des gens issus d'autres pays, ou sinon ça n'a pas beaucoup de sens. Autant faire une application bruxelloise, une application marseillaise, une application, ce serait complètement idiot, et voilà, il faut mondialiser le truc. Donc on va voir comment ça va se passer, mais on sent, en tout cas de ce qu'on peut lire à gauche à droite, que c'est un véritable enjeu aujourd'hui, que cette technologie-là peut effectivement aider au déconfinement qui sera probablement très progressif, mais qui va pouvoir en tout cas aider à mieux comprendre en tout cas ce qui se passe et de mieux se prémunir de cette saloperie. Donc affaire à suivre, et de près évidemment. Je pense qu'on n'a pas fini de parler de tracking et de cet outil dans les épisodes à venir. Quand je l'ai vu cette semaine, on a entendu parler de ça et chacun y a été un petit peu de son commentaire. Je me suis dit oulala, ça va être le sujet de ces prochaines semaines. Ça va revenir régulièrement. Je ne sais pas si l'un ou l'autre avait un truc à rajouter, parce qu'il y avait aussi
aussi d'autres initiatives, non, sur Oui, tout à fait. Donc, on peut juste... C'est une mini-brève, donc je vais m'incruster dans la news de Seb ici, en rajoutant le fait que l'OS de Google, le Wear OS, pour les montres connectées, a déployé une mise à jour récemment pour notifier les utilisateurs de se laver les mains toutes les 3 heures, comme le recommande l'OMS. Alors, l'OMS recommande aussi de se laver les mains toutes les 20 secondes, donc ils ont déployé une petite toutes notification. Les 20 secondes non, pas toutes les 20 secondes. C'est beaucoup. Donc, tu dois te laver les mains toutes les 3 heures pendant au moins 20 secondes. D'accord. Selon l'OMS. Et donc, ils vont envoyer des petites notifications. Pour ça, il faut que vous ayez la version, si mes infos sont correctes, c'est la V5 4.0. On va pouvoir évidemment désactiver ces notifications. Il n'y a pas question de se faire ennuyer toutes les 3 heures si on n'en a pas envie par une notification qui vous dit de vous laver les mains. Mais ça montre aussi que ces fabricants, ces développeurs cherchent des solutions. Et en fait, rien que Google, si on tient compte de l'ensemble des actions qu'ils ont menées de manière logicielle, hardware ou autre, ou communication ou autre, contre le Covid-19, ça représente 800 millions de dollars d'investissement. Rien que pour mettre en place des moyens pour lutter ou diminuer l'impact du Covid. Moi, je dis que c'est bien. Hein. Je le disais à quelqu'un ce midi, j'ai commencé à avoir les doigts palmés, moi, à force de me laver les mains. Vraiment, ça a commencé ici. Voilà, je suis Aquaman bientôt. Je sais pas vous, hein, mais voilà, c'est devenu il y a pas que les virus qui mutent. Oui, c'est ça. Nous allons muter aussi à un moment ou à un autre. Je pense qu'on a fait bien le tour de ce thé comme tracking et autres. Il faut qu'on en parle. Hein, c'est technologique, donc forcément, il faut qu'on parle de ce genre de choses dans les technos. Et on en reparlera certainement, vous pouvez en être sûr. T comme un chiffre, 13. La mission Apollo 13. Vous vous souvenez de la mission Apollo 13 cet échec réussi, comme on l'appelait, je pense, ou cette réussite. C'est ça. Oui, c'est un truc comme ça. Hein. C'était il y a 50 ans déjà. C'est dingue. Comme le 11 avril 1970. Exactement. Donc il y a quasiment 50 ans exactement, Apollo 13 décollait du centre spatial Kennedy. Alors moi j'aime bien toutes les news qui sont un peu liées à l'espace. On avait Sébastien, l'autre Sébastien qui aime bien les cryptos, qui aime aussi beaucoup l'espace, SpaceX, etc. Alors pour rappel, la mission de Apollo 13, l'objectif était d'unir et de permettre à une 3e équipe d'astronautes, il y avait Jim Lovell, Jack Swigert, Fred Hayes, de parcourir la Lune, et ça devait durer 10 jours et finir par un amérissage dans l'océan Pacifique. Seulement, le 14 avril, donc 3 jours après le décollage, l'équipe a rompu le silence radio pour prévenir le centre de contrôle de Houston qu'il y avait un accident qui s'est produit à bord. Et donc, on a eu cette fameuse phrase que tout le monde connaît, « Houston, we have a problem ». Donc, le site, pour célébrer en fait les 50 ans d'Apollo 13, il y a le site Apollo 13 in real time, donc Apollo 13 in real time, va permettre de découvrir toute la mission en temps réel, d'écouter les échanges radio. Ça représente 7200 heures de contenu audio, dont 144 heures en provenance du module lunaire. Il y a 600 photos qui sont sur ce site. Il y a des infos super détaillées avec des parties du module lunaire, l'explication de comment ça fonctionne. On voit en temps réel qui parle, on voit si ça vient de telle ou telle partie du cockpit ou de Houston. On a un outil de recherche qui va permettre de retrouver des passages bien précis de la mission. Donc on va pouvoir par exemple basculer en direct sur le moment où on apprend qu'il y a un souci dans le module. Et pour info, ceux qui chercheraient à retrouver cette phrase-là, en fait le problème a lieu le 14 avril vers 3h à heure de Paris. Donc, mais c'est vraiment très sympa. J'avais déjà vu un site un peu similaire pour un autre événement. Je crois que c'était pour justement le premier pas sur la Lune.
ils avaient fait un site un peu similaire. Pour Apollo 11, et avec un service de tweet également, tu avais les messages, plutôt que de les avoir en vocal, tu les voyais, ils envoyaient des tweets. Et donc quand tu suivais le compte en question, tu voyais au fur et à mesure l'avancement de la mission. C'était, pour les vrais passionnés, c'était juste passionnant, parce que c'était du temps réel aussi. Et c'était assez bien fait, effectivement. Et même pour ceux qui sont pas des gros fans, alors ceux qui sont fans, ils vont vraiment pouvoir aller creuser en détail sur tous les détails de l'émission, parce que le site est vraiment bien fait, il est très complet. Mais même pour ceux qui sont pas des gros fans, ça vaut la peine d'aller jeter un œil. Il y a quelques photos qui sont vraiment très sympas à voir, quoi. Oui, parce qu'on peut se déplacer dans la ligne du temps. C'est vraiment, c'est vraiment très très bien fait. Il y a des séquences vidéo. Voilà. Donc le site Apollo 13 in Real Time. Sympa, vraiment bien fait. C'est bien documenté, c'est bien, enfin c'est ludique en même temps. Voilà. Si vous aviez vu le film, parce que il faut bien le dire, hein, on l'a tous regardé plusieurs fois, je pense. Apollo 13, on voit que c'est quand même très très proche d'une certaine réalité, mais si vous voulez rentrer dans le détail, là c'est juste parfait. Hein, voilà. On mettra le lien du site évidemment. Donc le lien exact, c'est Apollo in Real Time /13. Voilà, et donc ça c'est le genre de truc, si vous avez un ordinateur de trop à la maison, vous le laissez tourner en permanence, vous êtes de toute façon à la maison confiné, donc vous pouvez vous évader un petit peu et vous retrouver avec l'équipage d'Apollo 13 en temps réel. C'est plutôt pas mal comme évasion. Moi je trouve ça plutôt sympa. Tu voulais rajouter un truc, Sébastien ? Encore un bon usage pour un Raspberry Pi connecté à sa TV pour tout le monde. Je sais pas, il a l'air un peu lourd ce site quand même. Il est bien fait, mais il est voilà. Mais chaque fois qu'on reparle des missions Saturne et Apollo, je me dis juste qu'on a dans sa poche ou ici à l'écran plus de capacité informatique et de stockage que l'ensemble des moyens de la NASA à l'époque. Et voilà ce qu'ils ont fait avec ces moyens-là. Avec des gens qui l'avaient dans la tête. C'est assez incroyable, effectivement. On va pas non plus... mais voilà, c'est incroyable. Mais on a mis le lien, quand même, hein, parce que vous allez y aller, on en est sûr. Il n'y a pas de souci. On va passer à la lettre suivante, si vous voulez bien. J'attends ça avec impatience depuis le début. Moi. À mon avis, c'est l'autre recette qui attend. Oui, c'est la lettre W, comme oui mais non. On n'a plus beaucoup de oui mais non, parce que c'est vrai qu'il y a eu moins d'informations cocasses, entre guillemets. Vous savez, le oui mais non, c'est l'information technologique, certes, mais qui sort complètement de tous les radars possibles, imaginables. Xavier, d'ailleurs, lui-même, on a des corsets. Hein, oui, on en a eu des très beaux. D'ailleurs, en lien direct avec... en lien étroit, j'ai envie de dire, avec la news qui arrive. Quoi. Oui, pas très loin en tout cas. On est vraiment à ça. Ça dépend chez qui, mais voilà. Le titre de cette news, c'est Reconnaissance anale. Voilà. Cette vidéo est donc démonétisée d'office. De quoi s'agit-il ? Je vais éviter toute la mauvaise blague qu'il y a moyen de faire sur le sujet. Je suis un peu déçu. Je pensais avoir trouvé une perle. Ça y est, ça commence mais après, j'ai vu que vous aviez posté qu'un des chroniqueurs avait posté la news également dans notre Slack que nous utilisons pour préparer les podcasts. Donc voilà, elle serait sortie de toute façon. C'est une étude très sérieuse. C'est un prototype très sérieux fait par une université de toilettes intelligentes et de toilettes connectées. Donc je reviens au sujet connecté, cher à Xavier, un peu dont on parlait tout à l'heure. Et cette toilette connectée va analyser tout ce qui passe par une toilette. Je vous fais pas le détail, via des filtres, via des bandelettes chimiques sur le côté pour analyser les consistances, envoyer tout ça à des serveurs et appliquer évidemment de l'apprentissage machine, des réseaux neuronaux pour détecter des maladies. On pense au cancer du côlon, on pense au cancer de la prostate. Donc a priori, comme d'habitude, ça part d'une bonne idée, mais évidemment il fallait pouvoir associer les résultats d'analyse à la personne en question qui a produit les éléments qui sont analysés, pour parler très poliment. Et donc, ils ont bardé, en plus des capteurs, ils ont bardé la toilette de caméras
pour, comme on fait une représentation digitale de notre empreinte digitale ou faciale ou de nos yeux, Ouais. il y a, et je l'ai appris, je ne savais pas, moyen de reconnaître les gens par leur empreinte anale, qui et apparemment c'est pas nouveau, ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on le sait. J'ai retrouvé des papiers de 1920-1930 où on disait qu'on pouvait identifier une personne grâce à ses caractéristiques. Je vais éviter le nom. Encore une fois, C'était peut-être plus intrusif comme méthode. de cet endroit-là. Et donc, j'imagine la toilette qui filme vu par en dessous, j'imagine la vie de cette intelligence artificielle Oui. ces images sera à traiter tout au long de sa vie. Les chercheurs assurent évidemment la plus grande confidentialité des images ainsi collectées et ainsi traitées, parce qu'ils se rendent compte de l'aspect personnel, pour reprendre le mot cité dans l'article, personnel de ces données-là. Donc voilà le futur vers lequel on va. Les toilettes connectées. Il faut se dire qu'il y a quand même un gars qui a été payé pour apprendre à l'intelligence artificielle à analyser ses photos. Hein. Oui, c'est ça. C'est qu'il a fallu quand même nourrir l'intelligence, et on le dit toujours. Hein, il a fallu nourrir l'intelligence artificielle. On se demande avec quel matériel, parce que voilà, est-ce qu'il y a des banques de données La partie intelligence artificielle, ils en parlaient pour l'analyse des éléments qui passent à travers la toilette pour détecter les maladies. La reconnaissance des photos, ça pourrait se faire tout seul. Il y a des algorithmes de classification qui sont capables de reconnaître une photo A d'une photo B. Sans entraînement manuel. Donc il faut pas, c'est pas comme reconnaître des chats dans une photo où là il faut entraîner l'algorithme, lui dire là il y a un chat, là il y a pas de chat. Ici on donne 20 photos de la même sorte et il doit les catégoriser par personne, dire voilà la numéro 1 et la 5 c'est la même personne et la 6 et la 7. Là il faut pas d'entraînement. Donc je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui ait dû cliquer sur des dizaines de milliers de photos. Oui c'est ça. Quel métier. Mais je peux me tromper également. Non mais ceci étant dit, sur la technologie à la base, tu vois, pour déceler une maladie ou par exemple, Alice aurait pu savoir qu'elle était enceinte aussi comme ça, par exemple. Je trouve ça plutôt malin, c'est plutôt pas mal, clairement. Après, c'est vrai qu'il y a tout l'imaginaire qui va avec, forcément, ça dévoie un petit peu cette news qui de prime abord était plutôt intéressante. Et là, du coup, on se dit, mais vraiment, comment font-ils ? J'ai hésité à la mettre en oui mais non, parce que le début de la news est intéressant. Oui. C'est de la technologie appliquée au domaine de la santé. Non, elle avait sa place. Hein. On parle très souvent. Sa place. Mais la fin... Voilà. La fin justifie les moyens, c'est ça. Mais je voulais rebondir sur autre chose. On a parlé, je crois que j'étais dans un épisode où moi j'y étais également, du documentaire sur Bill Gates qui est sur Netflix pour le moment. Et un des épisodes de ce documentaire montre l'énorme effort qu'ils sont en train de déployer pour déployer des toilettes dans des pays moins développés, on va dire, des pays d'Afrique centrale. Oui, ou même en Inde, par exemple, on en parle beaucoup. C'est un enjeu sanitaire majeur d'avoir des endroits propres et de séparer les eaux usées des eaux potables, parce que c'est un véhicule de maladie énorme. Et c'est là que j'ai commencé à ouvrir les yeux sur, tiens, un truc aussi bête et qu'on pense acquis dans nos sociétés qu'est la toilette, eh bien, ça génère encore de la recherche aujourd'hui parce qu'on ne peut pas se permettre de distribuer des toilettes avec des systèmes d'égout comme on en a chez nous dans ces pays-là. Il faut des systèmes autonomes de toilettes sèches ou d'autres de recyclage, enfin, un moyen pour évacuer ces déchets. Et ce sont des vrais challenges de santé publique et tout le monde est conscient maintenant depuis quelques semaines des grands challenges de santé publique et ça passe aussi par les toilettes alors que des chercheurs les connectent et y appliquent de l'intelligence artificielle. Finalement, c'est qu'un petit delta dans une grande vague de recherche de ce problème-là qui reste à résoudre pour l'humanité. Mais tu as raison de le développer comme ça, parce que c'est un véritable enjeu dans pas mal de pays du monde, en fait. Hein. On s'en rend pas compte chez nous, parce que c'est quelque chose d'acquis, mais dans pas mal de pays dans le monde, les problèmes de santé publique sont souvent liés justement à cette absence, souvent, de commodité. Voilà, c'est assez interpellant, d'ailleurs, quand on voit ça. Ici, c'était l'occasion de rire un peu grassement, on va dire. Hein, on en arrivera bientôt aux 3 coquillages.
Oui, et ça, ce serait intéressant par contre, parce que tu vois, 1, 2, 3, c'est un truc à développer. Si vous avez une idée, si vous savez à quoi ils servent, par exemple, ça nous intéresse aussi parce qu'on cherche aussi un petit peu. Voilà, on a fait le tour de l'actualité technologique, en tout cas vue par ces deux zigomards cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires à formuler, n'hésitez pas à le faire, comme d'habitude. On les attend sous cette vidéo sur YouTube ou dans notre blog lestechno.be ou via les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus également. N'hésitez pas justement à partager cette vidéo si vous l'avez aimée avec vos amis sur les réseaux sociaux. En période de confinement, je pense qu'ils vous seront reconnaissants de donner comme ça, de recevoir une heure, un peu plus d'une heure d'occupation. Hein, voilà. Pas toujours bien malin, mais de temps en temps quand même un petit peu intelligent. Et on espère en tout cas vous avoir un petit peu diverti. N'hésitez pas à rester chez vous, déjà, à prendre soin de vous et de vos proches. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour le prochain épisode. Merci à Xavier, merci à Sébastien, et on se dit à très très bientôt. On l'espère tous, bien sûr, en pleine santé. Au revoir. Thank you.